Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous ne vivons que grâce à votre soutien qui permet de maintenir le site web, de publier 2 émissions par semaine, d'en réaliser bien évidemment le montage. Sachez que les dons faits à Storia Voce sont déductibles de vos impôts. Si vous donnez par exemple 50 €, eh bien vous déduisez de vos impôts 33 € si vous souhaitez nous soutenir et surtout si vous le pouvez. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce sur notre site internet storiavoce.com. Stéphane Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu, d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes professeur à l'université de Lille, vous êtes spécialiste de l'Antiquité romaine. Vous avez publié il y a plusieurs années Rome des origines au VIe siècle de notre ère, au PUF, une histoire personnelle, et vous avez publié il y a moins d'un an chez CNRS Éditions, Le pouvoir à Rome, espace, temps, figure. Cette trilogie, c'est le thème de un nouveau cours d'histoire. Nous avons commencé la semaine dernière en étudiant l'espace et nous entamons donc cette 2e émission en voyant le temps. Le temps, Stéphane Benoît, ce sont les données temporelles, ce sont les pratiques, jour après jour, le déroulement calendaire. Absolument. C'est comment un peuple structure finalement son rapport à l'ensemble de la communauté des dieux dans ce face-à-face entre homme et Dieu. C'est la façon de considérer globalement comment une aventure humaine se place dans le cosmos, pour le dire comme certains philosophes. C'est une approche au jour le jour, mais qui aussi interroge l'historien, dans la mesure où nous travaillons fondamentalement sur le temps et que nous avons des difficultés parfois à l'envisager comme les anciens pouvaient l'envisager eux-mêmes. On le voit très bien depuis le XXe siècle et en cette première partie du XXIe siècle. Le temps occidental a finalement avalé en grande partie l'ensemble des computes de tous les continents et même si certains pays conservent leur calendrier, c'est néanmoins la globalisation occidentale qui s'est imposée. D'une certaine façon, le monde romain a joué aussi probablement une première globalisation à l'échelle du bassin méditerranéen antique et le temps romain s'est imposé à l'ensemble des cités qui ont conservé leur propre calendrier mais qui ont dû, dans leur relation avec le pouvoir romain, prendre en compte le calendrier romain. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis le début et que j'essaye d'expliquer parfois aux étudiants. Le calendrier romain est un calendrier très complexe dans son mode de fonctionnement parce que nous connaissons le mieux l'étape ultime de ce calendrier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le calendrier julien, la réforme de César en 46, mise en place début 45, et qui ne sera transformée qu'au XVIe siècle par Grégoire XIII avec l'ajustement, le dernier ajustement de notre temps occidental qu'on appelle le calendrier grégorien. Et ça me semble, ce calendrier, la meilleure façon d'entrer dans la mentalité collective d'une cité, de comprendre comment l'ensemble de ces journées correspondent à un pacte entre les hommes et les dieux, et laisse la place aux dieux pour les jours de fête et laisse la place aux hommes pour les jours d'activité, de marché, de réunion des comices, des tribunaux, etc. Quand on étudie les calendriers médiévaux, on a d'abord en avant cette idée de fête, cette idée de lien religieux, de la spiritualité des peuples. C'est la même chose pour l'Empire ? Alors, de fait, le seul calendrier d'époque pré-césarienne, pré-julienne que nous ayons, qui est un calendrier de la cité du Latium d'Anzio, donc on parle des fastes majeurs d'Ancium, fasti Cates Maiores, ces fastes montrent bien que ce qui importe, c'est d'abord bien sûr de définir l'ensemble des mois, les jours au centre de ces mois, et d'inscrire les grandes fêtes
du calendrier traditionnel. Mais au-delà de cela, ce qui est un élément vraiment très important, c'est de voir la coloration des jours. On est à une époque où il n'y a pas de véritable semaine, mais il y a un rythme qui est un rythme de 8, qui dans le compute romain est toujours un peu complexe parce qu'on parle de nundinae, c'est-à-dire il y a la racine 9, parce que les Romains ont un compute inclusif. Alors je voudrais pas perdre les auditeurs, je veux simplement dire par là que les Romains sont attentifs au fait que quand un bébé naît, ce n'est pas l'année 0, ça n'a aucun sens. En fait, on commence l'année 1. Voilà pourquoi certains de nos anciens, parfois, disent à un enfant, ah ben, tu commences ta 7e année alors qu'il vient de fêter ses 6 ans. Eh bien, les Romains fonctionnent comme ça. D'où les débats qu'il y a eu aussi sur l'an 2000. Comment l'empereur souhaite s'approprier le temps? Est-ce qu'il existe une volonté politique, en quelque sorte, de s'inscrire dans le temps calendaire de la part de l'empereur? Assurément, même si ça s'est joué de manière plus subtile progressivement. C'est ce qu'on appelle en fait la différence entre un calendrier qui n'accueillait que des fêtes en raison des dieux et qui désormais, avec Sylla le premier, accueille des fêtes, on le dit en latin, hominum causa, en raison des hommes, c'est-à-dire célébrer par exemple les fêtes liées à la victoire d'un impérator. C'est avec Sylla, avec César, en novembre pour Sylla, en ce qui deviendra juillet, mais qui est encore à cette époque le 5e mois de l'année, Quintilis. Durant ce mois, vous avez la fête des grandes victoires de César. Et cette façon d'inscrire des fêtes humaines dans le calendrier est quelque chose qui marque vraiment la fin de la République et tout l'Empire, jusqu'à donner, je le mentionnais avec le mois Quintilis, juillet, mois de Julius, de Jules César, le nom d'un mois qui est le nom de l'empereur. Auguste, août, est le nom d'Auguste. Et en fait, cette tradition, même si certaines sources littéraires nous disent que de mauvais empereurs vont tenter de donner tous leurs noms à tous les mois de l'année. Il y a un passage de l'histoire Auguste, mais très tardif, où l'on nous dit que Commode souhaitait donner tous ses noms à tous les mois de son année à l'époque. Ce qui reste dans notre calendrier encore, c'est uniquement juillet et août. Le reste des mois est soit dénommé à partir de divinité, ou d'abstraction divinisée, soit simplement un chiffre. Septembre, le 7e mois, décembre, le 10e mois, par exemple. Alors, il y a en quelque sorte, au fond, ce que vous disiez tout à l'heure, une romanisation du temps, et cette romanisation du temps s'inscrit dans l'ensemble impérial. Alors, les historiens débattent beaucoup de la notion de romanisation, qui probablement est trop inclusive, dans la mesure où nous sommes bien dans une définition d'un empire antique qui n'a rien à voir avec nos empires coloniaux d'époque moderne et contemporaine. Donc il faut être toujours attentif au fait que, même si je vous disais que toutes les cités de l'empire ont dû jouer avec le temps romain, elles gardent leur propre calendrier, et une cité comme Éphèse, comme Athènes, reste lié à ses divinités, à son propre compute. Mais dans les échanges, dans le cadre général de l'Empire, on doit tenir compte des princes. Et par exemple, on sait que à l'époque d'Auguste, un des gouverneurs d'Asie a développé un nouveau calendrier. C'est l'ère d'Auguste, et cela transforme évidemment, mais pour l'ensemble de la province et pas pour chacune des cités, le temps. Donc il faut faire très attention. Rien ne disparaît véritablement. C'est comme les dieux. À l'époque romaine, on ne va pas supprimer un dieu parce que dans la mesure où il peut très bien servir, on est très prudent et donc on accueille plutôt les dieux des ennemis qu'on ne les supprime. Et c'est vrai pour toutes les autres traditions. Rome n'a jamais une lecture, on dirait de nos jours totalitaire, globalisante, voulant supprimer les traditions des différentes cités qu'elle rencontre et qu'elle intègre progressivement dans son espace. Alors, est-ce que on célèbre aussi dans le temps la tradition au fond de l'URSS et en même temps la légitimité du régime, je dirais même, est-ce qu'on
est-ce que le nouveau calendrier qui apparaît est un calendrier qui légitime le pouvoir? Alors, là encore, tout est affaire de dosage. Y a-t-il un véritable Selon les époques. Voilà, mais y a-t-il un véritable nouveau calendrier? Je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on fait toujours comme si c'est le calendrier traditionnel, mais qui a été simplement ajusté. Par exemple, il fallait simplifier les modes de comptage du temps et en particulier résoudre un héritage complexe qui était celui de mois intercalaires permettant de faire fonctionner un rythme qui est à la fois lunaire et solaire. Et l'évolution est résolue à partir de César avec le fameux jour bissextile du mois de février. Mais dans ce contexte, il est certain que les différents princes, et en particulier Auguste, bien sûr, sont très attentifs à inscrire, mais de manière progressive, leur identité politique dans les fêtes collectives qui sont célébrées par le peuple de Rome. Et dans ce contexte, je peux prendre peut-être un exemple assez parlant. C'est à partir d'une fête qui, semble-t-il, était une fête privée, devenue une fête civique qu'on appelle les Jeux séculaires à l'époque républicaine, qui sont récupérés par Auguste, et qui les célèbre en 17, qui ont fait une fête de toute la cité, mais qui permet aussi très subtilement de fêter sa première décennie de pouvoir à Rome, depuis 27 où il a reçu le surnom d'Auguste. Donc c'était évidemment un bricolage, comme on le dit souvent entre nous, un bricolage politique que de faire coïncider fête séculaire et 10 ans de pouvoir. Et Claude, l'empereur Claude, donc entre 41 et 54, subtilement choisit de donner une nouvelle coloration à cette fête séculaire pour la faire coïncider avec les millésimes de la cité, en l'occurrence les 800 ans de Rome. Et donc il y a toujours cette volonté d'essayer d'inscrire le temps qui est un temps à la fois linéaire et cyclique. Les Romains sont très attentifs aussi à ces boucles temporelles, et donc une façon de célébrer la durée du pouvoir des empereurs, c'est de célébrer la pérennité, l'éternité de Rome. Et c'est à ce titre-là que les empereurs peuvent s'inscrire dans la longue durée. Alors c'est une excellente transition sur ma prochaine question. Vous êtes penché sur la temporalité de la mort de César et de sa divinisation au cœur de la cité les jours suivants entre le Forum, le Capitole et le Champ de Mars. Que nous dit cet événement? Nous sommes là d'ailleurs entre le temps et l'espace que nous évoquions la semaine dernière. Absolument, c'est-à-dire que nous avons à la fois un contexte premier, qui est un contexte de trouble, il faut jamais oublier de replacer, bon c'est le travail de l'historien, certains événements dans leur propre temporalité, en l'occurrence un soulèvement contre César au sein de la fameuse curie de Pompée, Extra Pomerium, lors des ides de Mars, et dans le contexte des jours qui suivent, la question fondamentale est que faire de l'héritage de César? Est-ce qu'on le voue aux gémonies, c'est-à-dire on le transforme en tyran et on fait disparaître toute son histoire, ou est-ce que l'on essaye de naviguer entre la partie qui était contestée, voulait-il la royauté, et la partie plus noble qui notamment repose sur ses victoires, par exemple en Gaule. Et ses héritiers, principalement au départ Antoine, vont utiliser la cérémonie traditionnelle des funérailles qu'ils arrivent à arracher aux césaricides, c'est-à-dire à ceux-là même qui ont assassiné César, et ce qui permet aussi de valider le testament de César. On valide juridiquement le testament de César, c'est comme ça que le jeune Octave va devenir le fils adoptif de César, puisque c'était une décision testamentaire, et l'on célèbre une cérémonie funéraire qui permet de montrer dans la cité, grâce au jeu, vous en parliez, des déplacements processionnaires, puisque traditionnellement, des funérailles aristocratiques vous mènent de la maison du défunt au forum, puisque c'est
dans le forum, à la tribune Oiron, que l'on prononce une magnifique laudatio funebris, une oraison funèbre, et puis ensuite, pour traiter le corps, c'est-à-dire organiser les rites de crémation, on doit être extrapomerium et on se rend au champ de Mars. Et cette cérémonie, qui est devenue fameuse, a été le symbole de ce nouveau rôle de César dans la cité, mais il a fallu encore presque 2 ans pour que les héritiers de César, cette fois devenus triumvirs, imposent au Sénat, en janvier 42, la divinisation de César et la transformation de l'homme en Dieu, le Divus Iulius. Et à partir de ce moment-là, on entre dans une autre dimension, une dimension qui postule l'éternité, c'est-à-dire en fait de faire d'un homme un Dieu et de ses successeurs des fils de Dieu. Et c'est essentiel, on le voit avec Octavien devenu Auguste, qui est fier d'être le fils du divinisé, et on voit ce que ça donne par exemple au IIIe siècle avec les Sévères, qui se permettent de s'auto-adopter dans la famille des Antonins, en étant fils de Marc Aurèle, petit-fils d'Antonin, etc., jusqu'à Nerva. On joue, vous voyez, sur ces identités, on part d'un homme qui devient un dieu, mais qui, et c'est très important de le souligner, l'empereur n'est jamais de son vivant un dieu. On fait comme s'il est très important, souvent sacralisé par le respect qui de plus en plus lui est reconnu, mais il n'est rituellement jamais un deus. Alors, c'est très important parce que nous démarrions cette série de cours d'histoire en évoquant l'espace, le pomerium, et vous disiez que c'est plus qu'un espace sacré, c'est une consécration. Et là, on assiste à la consécration d'un homme après sa mort. On sort du temps pour atteindre le royaume des dieux. On souhaite installer une sorte de régime éternel. En tout cas, on postule à ce que la cité bénéficie de cette sacralisation de ses empereurs, puisqu'on joue, on le voit sur les monnayages, entre la Roma aeterna, qui sera un des grands thèmes, plus la va mal, plus on célèbre l'éternité. Donc c'est un thème qui va devenir très important au 4e, 5e siècle, à un moment où Rome n'est plus grand-chose. Mais les empereurs, dans l'intervalle, ont postulé aussi, au 3e siècle, être des Augusti aeterni, un Augustus aeternus, on le voit sur les monnayages, et c'est souvent les empereurs au destin très éphémère qui règnent 3 mois, 1 an, parfois moins encore que 3 mois, et qui, sur les monnayages, sont dits empereurs éternels. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Benoît. Le pouvoir à Rome, espace, temps, figure, paru chez CNRS Éditions. Je vous renvoie, chers auditeurs, à notre première émission, si vous ne l'avez pas écoutée, sur l'espace, et nous verrons la semaine prochaine donc la question des figures. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.